En 2009, une équipe s'est enfoncée dans une rivière agonisante au cœur du désert de haute altitude de l'Oregon pour y construire 76 faux barrages de castors, fabriqués uniquement à partir de pieux en bois et de brindilles. Pas un seul castor n'a été introduit pour les utiliser. La rivière s'était creusée en un fossé raviné, trop chaud pour maintenir ses propres poissons en vie. Et la poignée de castors déjà piégés à l'intérieur perdait la bataille depuis des décennies. Le plan paraît presque trop simple pour fonctionner. Les castors se voient attribuer le mérite d'avoir économisé plus d'1 million de dollars aux contribuables tchèques en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, construire des barrages. On plante les pieux, puis on recule et on laisse les animaux prendre le relais. Mais ce que ces castors ont accompli en seulement 4 courtes années, c'est quelque chose qu'aucun ingénieur n'avait vu venir. Le fossé mourant. Alors, laissez-moi d'abord vous présenter la rivière. Elle s'appelle Bridge Creek, un affluent du John Day dans l'est de l'Oregon. Et en 2009, elle fonctionnait à peine comme une rivière. Elle s'était taillée en un fossé, une tranchée profonde aux parois verticales étroites, creusée plusieurs mètres en dessous des terres environnantes, comme si quelqu'un avait tracé un coup de couteau sur le fond de la vallée. Le peu d'eau restant coulait vite et peu profondément au bas de cette fente. Les castors contrôlaient toutes nos crues. Ils ralentissaient l'eau, qui s'écoulait ainsi en filet toute l'année, offrant à toute la faune des points d'abreuvement permanents autour des barrages, au lieu de ne trouver aucune eau en plein été. Et voici ce que ce fossé a fait à tout ce qui l'entourait. La nappe phréatique, c'est-à-dire le niveau d'humidité retenu dans le sol alentour, avait tellement baissé que les saules et les peupliers le long des berges mouraient de soif sur des terrasses sèches au-dessus d'une rivière qu'ils n'arrivaient plus à atteindre. Imaginez ça, leurs racines pendaient dans le vide, et quelque part bien en dessous d'elles, coulait une eau qu'elles ne toucheraient plus jamais. En été, la température dans cette tranchée exposée atteignait régulièrement 25 degrés Celsius. Ce chiffre est bien plus significatif qu'il n'y paraît, car 25 degrés correspond exactement à la limite létale pour les truites arc-en-ciel anadromes menacées qui étaient censées se reproduire dans ce cours d'eau précis. Ce ne sont pas des poissons d'aquarium fragiles, ce sont des truites robustes, migratrices, qui remontent des centaines de kilomètres de rivière pour frayer, et ce ruisseau, qui aurait dû être l'une de leurs pouponnières, avait été réduit à un caniveau peu profond et exposé, capable de les tuer en un seul après-midi de chaleur. La pouponnière était devenue un four. Par tous les critères habituels, Bridge Creek était le cas d'école idéal pour une intervention coûteuse à grand renfort de machines. Faire venir les pelleteuses, couler du béton, dépenser des millions, et vite. À la place, le plan reposait sur 76 petites structures en brindilles réparties sur 3,5 km de cours d'eau. Car Bridge Creek possédait un atout que presque aucune autre rivière mourante n'avait. L'unique animal capable de la sauver vivait déjà en son sein, et il était en train de perdre. L'une des premières questions que les gens me posent, c'est « Est-ce qu'il y avait déjà des castors ici ?» Et la réponse est oui, il y en avait, et ils étaient largement répandus, quoique peu nombreux dans ce paysage. Les ingénieurs piégés. Pour comprendre pourquoi les castors perdaient, il faut savoir ce qui s'est passé dans cette rivière sur environ 100 ans. Remonter assez loin en arrière, et Bridge Creek ne ressemblait en rien à un fossé. Elle drainait un bassin versant d'environ 710 km² de désert de haute altitude, et elle ne coulait pas en un seul chenal rapide. Elle s'étalait. C'était une zone humide, à chenaux multiples et tressés. L'eau peu profonde se déployait sur un large fond de vallée, maintenu en place par des générations de barrages de castors qui piégeaient les sédiments, alimentaient les nappes souterraines et les libéraient lentement pendant les mois secs. Toute la vallée fonctionnait comme une éponge. Puis on a essoré cette éponge. Les trappeurs ont décimé la population de castors dans la région durant les années 1800, les chassant jusqu'à presque les faire disparaître pour leur fourrure. Et ils l'ont fait sur presque tout le continent, éliminant le seul animal qui retenait discrètement l'eau sur les terres. Le bétail est arrivé ensuite, broutant et piétinant les plantes ligneuses le long des berges. Et une fois les barrages disparus et les racines arrachées, la rivière a commencé à s'enfoncer dans son propre lit. Voici la boucle qui l'a verrouillée, et c'est tout le problème en 5 étapes.
L'eau comprimée dans une tranchée étroite aux parois abruptes s'écoule plus vite. Une eau plus rapide frappe le lit avec plus de force. Plus elle frappe fort, plus elle creuse profond. Plus elle creuse profond, plus la tranchée se rétrécit. Et plus la tranchée est étroite, plus la prochaine crue s'y engouffre violemment. Chaque printemps aggravait le suivant. En 2005, quand la surveillance de référence a débuté, le ravin canalisait toute la fonte des neiges printanières à travers une fente à peine assez large pour la contenir, déversant toute cette énergie directement sur le lit, si bien que rien ne pouvait jamais se déposer ni s'accumuler. Et les castors étaient décoincés dans ce piège. Entre 1 et 4 colonies, petites et sous pression, s'accrochaient dans le bassin versant depuis les années 90, construisant en moyenne 40 barrages par an. Ils ne s'arrêtaient jamais. Mais avec la disparition des plantes ligneuses de grande taille, il ne leur restait plus que de minces pousses de saule pour construire. Alors imaginez ça. Le castor d'Amérique du Nord pèse jusqu'à 30 kg, avec des incisives dures comme le fer capable d'abattre un arbre de 10 cm en moins d'une demi-heure. C'est un animal qui a évolué pour abattre des arbres et remodeler des vallées entières. Et là, il se retrouvait réduit à tisser de maigres brindilles en travers de l'entrée d'un canyon, comme un maître maçon à qui on n'aurait remis que des pailles à boire. 89% de ces barrages ont cédé en moins de 5 ans. La plupart n'ont pas survécu à un seul printemps. Et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter parce que les castors n'échouaient pas par faiblesse ou par paresse. Ils faisaient exactement ce que les castors font à la perfection. La physique de la rivière avait simplement été déformée à un tel point que la production d'un animal de 30 kg ne suffisait plus. Les crues démolissaient les barrages avant qu'un seul grain de sédiment ait pu s'accumuler derrière eux. L'animal capable de sauver cette rivière était déjà là, déjà en train d'essayer chaque année, et il ne pouvait pas gagner. Ce qui est étrange, c'est que la raison pour laquelle il ne pouvait pas gagner n'avait absolument rien à voir avec le castor lui-même. On a commencé à construire des structures appelées analogues de barrages de castors pour tenter de reproduire le rôle que jouent les castors dans ces cours d'eau. Un problème de physique, voilà l'intuition sur laquelle reposait tout le projet. La solution était mécanique, pas biologique. L'équipe derrière cette idée, Nick Bowes et Nick Weber, travaillant avec Michael Pollock de la NOAA et Joseph Wheaton de l'Université d'État de l'Utah, ont examiné Bridge Creek et n'ont pas conclu qu'il leur fallait davantage de castors. Il y avait déjà des castors. Les castors se donnaient à fond. Ce que l'équipe a compris, c'est qu'il ne fallait pas du tout ajouter un animal. Il fallait modifier suffisamment la physique de la rivière pour permettre à l'animal qui y vivait déjà de faire ce qu'il mourait d'envie de faire. Alors ils ont construit des imitations. Le nom technique est analogue de barrage de castor, et le mot analogue y fait beaucoup de travail. Ce n'étaient pas des barrages. C'étaient des faux assez convaincants pour tromper la rivière et inviter le castor, mais construits selon des spécifications radicalement différentes de tout ce que les ingénieurs utilisent habituellement. Et c'est là que la conception devient ingénieuse, parce qu'elle fait exactement l'inverse de la restauration classique. La démarche conventionnelle, ce sont des barrières rigides, des roues en béton, des embâcles de bûches ancrées, des rochers importés, tout ça cherchant à arrêter l'eau par la force. Le problème, c'est que l'eau ne répond pas à la force. Quand une crue percute un mur solide, l'énergie ne disparaît pas. Elle se concentre à la base, sur les bords, à chaque joint, jusqu'à ce que quelque chose cède. Les faux barrages ne combattaient pas l'eau de cette façon. Ils cédaient. Ils étaient conçus pour plier, fuir et survivre à un seul printemps. Juste assez longtemps pour offrir aux castors une fondation qui ne s'effondrerait pas sous eux avant avril. C'était tout le pari. Non pas construire les barrages à la place des castors, juste tenir la ligne une saison de plus que les castors ne pouvaient le faire seuls et voir si un moteur grippé allait redémarrer. 76 structures. Donc en septembre 2009, ils sont intervenus et ont installé 76 de ces structures sur 4 tronçons traitement du ruisseau. Regardez à quel point la construction est simple. Une équipe se tient dans le cours d'eau avec un enfonceur hydraulique portatif et plante des poteaux de clôture en bois directement dans le gravier, assez profondément pour tenir fermement, en rangée d'un bord à l'autre du chenal.
Les poteaux font environ 8 cm d'épaisseur et sont espacés d'environ un tiers de mètre. Ensuite, ils tressent des branches de saule fraîches entre eux, couche horizontale après couche horizontale, comme une clôture en osier posée de travers dans un cours d'eau en mouvement. Le tressage est volontairement semi-poreux, de sorte que l'eau s'infiltre à travers lors des faibles débits et déborde tranquillement par-dessus lors des crues, au lieu de venir s'y écraser. C'est tout. Des pieux, des bâtons et des espaces pour laisser passer l'eau. Aujourd'hui, on est là pour inspecter le ruisseau et jeter un œil aux futurs emplacements de quelques structures analogues au barrage de Castor dans le cadre d'un projet de restauration du cours d'eau. Et il faut s'arrêter sur le côté profondément contre-intuitif de la chose. Un siècle d'érosion, une rivière qui avait mis en échec toute une population des meilleurs ingénieurs que la nature ait jamais produits, et ce, pendant des décennies. Et la réponse n'était pas une machine plus puissante ni un mur plus solide. C'était une structure plus fragile, volontairement conçue pour laisser fuir l'eau, pour plier, pour laisser passer la crue plutôt que de lui résister. Tout ça paraît beaucoup trop léger pour avoir le moindre effet, jusqu'au moment où l'on comprend que c'était justement là l'idée. La rivière avait détruit tout ce qui lui résistait. Alors on lui a donné quelque chose qui ne résistait pas, et presque immédiatement le comportement du ruisseau a changé. La structure ralentissait l'eau, la forçait à s'accumuler, et les sédiments qui filaient sans relâche à travers le chenal ont finalement commencé à se déposer et à s'installer derrière les structures. Pour la première fois depuis des décennies, la matière s'accumulait au lieu de partir à la dérive. Les castors l'ont remarqué très vite. Environ un quart des structures étaient occupées dès la première saison. Les animaux répondaient au seul signal auquel un castor est câblé pour réagir, la sensation et le son d'une eau retenue, et ils ont commencé à tisser leur propre branchage dans les armatures construites par les humains. Personne ne les a dressés, personne ne les a guidés. Ils ont simplement emménagé comme on s'installe dans une maison à moitié construite qui vient enfin d'avoir un toit, et se sont mis à terminer le travail. Puis est venu le vrai test, la première crue printanière de 2010, ce même événement saisonnier qui avait détruit les barrages naturels des castors sur ce ruisseau chaque année pendant des décennies. C'était le moment qui allait décider si toute l'idée tenait la route ou s'effondrait. Si les armatures cédaient, comme tout ce qui les avait précédés, les castors perdraient à nouveau leur ancrage et le projet ne serait qu'une bonne intention de plus emportée par le courant. Les barrages de départ ont tenu. L'eau a traversé le treillis et franchi la crête exactement comme prévu. La plupart des structures ont passé l'épreuve sans dommage. Les quelques-unes qui ont cédé l'ont fait sur les bords, de manière limitée et réparable, et les castors les ont remises en état en quelques jours, parce qu'ils avaient désormais une base qui méritait d'être défendue. C'est là le cap que les anciens barrages ratés n'avaient jamais atteint. Un barrage naturel emporté par une crue entraînait toute une saison de travail de la colonie et la laissait repartir de zéro. Ces armatures ont encaissé le choc, sont restées debout et ont donné aux castors quelque chose à réparer plutôt qu'à reconstruire. La différence entre boucher une fissure dans un mur et couler de nouvelles fondations, c'est la différence entre rester et abandonner. Et parce que les structures ont survécu, l'eau de crue a déposé ses sédiments derrière elles. Le lit s'est rehaussé. Les puits de surveillance ont enregistré une remontée de la nappe phréatique de 30 à 90 cm à travers les zones traitées. Pensez à ce que 30 à 90 cm représentent ici. L'eau remontait enfin dans la zone racinaire de ces saules assoiffés qui poussaient sur les terrasses. Alors les saules ont bu. Pour la première fois depuis des années, les plantes qui dépérissaient lentement au-dessus de la rivière ont retrouvé l'humidité dans leurs racines, et elles ont répondu comme les plantes le font toujours. Elles ont produit de jeunes pousses, et ces pousses sont devenues le premier vrai matériau de construction qu'on ait mis entre les pattes des castors depuis une génération. La rivière nourrissait désormais l'animal même qui la reconstruisait. La boucle qui avait tout épuisé se transformait silencieusement en une boucle qui nourrissait tout. Alors la question n'était plus de savoir si des bâtons et des pieux pouvaient survivre à une crue. Ils le pouvaient. La question devenait bien plus grande et bien plus étrange. Un animal qui pèse moins qu'un labrador pouvait-il inverser un siècle d'érosion,
qu'aucune quantité de béton n'avait jamais réussi à enrayer. Le moteur se mettait en marche. L'équipe continuait à alimenter l'élan. Entre 2010 et 2012, ils ont installé davantage de structures, empilant de nouvelles armatures sur celles déjà ensevelies sous de nouveaux sédiments, faisant monter le niveau de l'eau pas à pas. Et ce détail vous dit à quelle vitesse les choses avançaient. Parce qu'une structure qui se retrouve ensevelie n'est pas un échec, c'est précisément l'objectif. Ça signifie que les sédiments s'accumulent là où on le souhaite. Les équipes ne réparaient donc rien. Elles construisaient l'étage suivant sur des fondations que la rivière elle-même venait de couler. En 2012, 121 faux barrages étaient en fonctionnement à travers le bassin versant. Puis arriva 2013, et le chiffre qui allait changer la façon dont les gens envisagent tout ce domaine. Les équipes de terrain ont parcouru à pied la totalité du cours de Bridge Creek cette année-là, recensant chaque barrage, qu'il soit d'origine humaine ou naturelle. Imaginez un peu, marcher sur des kilomètres d'un ruisseau que vous avez découvert comme une tranchée morte et érodée, comptabilisant barrage après barrage après barrage, et regarder le total dépasser tout ce que quiconque avait osé envisager. Le chiffre final s'élevait à 236. 121 d'entre eux étaient des structures construites par des humains. Les 115 autres étaient d'une toute autre nature. Il s'agissait de barrages de castors entièrement indépendants, bâtis par une population en pleine expansion sans la moindre aide humaine, dans des endroits que l'équipe n'avait jamais touchés. Les castors s'étaient aventurés bien au-delà des zones traitées, remontant vers les affluents en amont, les chenaux secondaires, des tronçons du ruisseau où aucun pieu n'avait jamais été planté. Voilà pourquoi ces barrages sauvages ont tenu là où les anciens n'y parvenaient pas. Les complexes en amont absorbèrent désormais une telle quantité d'énergie des crues qu'ils protégeaient tout ce qui se trouvait en aval. Chaque barrage rendait le suivant plus facile à construire. Cette même dynamique qui avait entraîné la rivière vers le bas pendant un siècle la faisait maintenant remonter. Sauf que cette version ne coûtait rien à faire tourner et gagnait en puissance d'année en année, plutôt que de s'affaiblir. Et chaque élément de la restauration alimentait tous les autres. La remontée du lit élevait la nappe phréatique. La nappe plus haute redonnait vie aux plantes. Les plantes qui reprenaient vigueur consolidèrent les berges et fournissaient aux castors davantage de matériaux. Plus de matériaux signifiait plus de barrages signifiait un lit plus haut, et ainsi de suite en montant au lieu de s'effondrer. 236 barrages contre une moyenne de 40 qui tenait rarement plus d'un an. Personne ne construisait ces barrages supplémentaires. Le moteur était devenu autonome, et ce mot compte parce qu'il résume tout l'enjeu du projet. L'équipe n'avait pas construit une rivière, elle en avait redémarré une. Il y a une différence entre une machine qu'il faut continuer à faire tourner et une machine qui, une fois lancée, fonctionne seule et produit même des copies d'elle-même. Ce qu'une poignée de personnes avait mis 3 ans à enclencher était désormais un système en expansion autonome, se propageant de sa propre initiative vers des endroits qu'aucun humain n'avait planifiés. Plus vite qu'aucune équipe n'aurait pu travailler. Les castors n'étaient plus assistés, ils étaient aux commandes, et on pouvait le voir depuis l'espace. La surface totale mouillée du cours d'eau a bondi jusqu'à 203%, l'eau débordant enfin hors de la tranchée pour se répandre sur la plaine inondable qu'elle avait abandonnée. 203%. Nous sommes juste en aval du barrage principal de Castor, qui retient un volume d'eau absolument considérable. La rivière avait plus que triplé la surface de terrain qu'elle touchait, sortant du fossé qu'elle s'était creusé pour reprendre possession du fond de vallée qui lui avait autrefois appartenu. Des analyses satellitaires ont révélé une hausse de 20% de la végétation verte le long des berges traitées, avec des saules, des lèches et des plantes colonisatrices envahissant des terres qui étaient nues depuis des décennies. L'éponge se reformait et on pouvait le mesurer depuis l'orbite. Mais un problème se dissimulait dans les données, ou plutôt un problème que toutes les personnes impliquées s'attendaient entièrement à trouver. Et quand ils sont allés le chercher, il n'était pas là, il n'était pas seulement absent. Les données montraient exactement le contraire de ce que la science affirmait devoir se produire. Et la raison de cette absence a transformé la nature même de ce projet. La machine à refroidir,
Le problème que tout le monde redoutait, c'était la chaleur. C'est l'une des prédictions les plus fondamentales de l'écologie des cours d'eau. Retenir de l'eau en mouvement derrière un barrage, c'est l'étaler en mare large, peu profonde et lente, exposée au soleil. Une eau peu profonde, lente et ensoleillée se réchauffe. Tout le monde le sait. C'est la raison pour laquelle une flaque se réchauffe par une journée d'été, contrairement à une rivière rapide et profonde. Donc, chaque modèle standard prédisait que des centaines de nouveaux barrages réchaufferaient Bridge Creek et pousseraient ces températures estivales déjà dangereuses au-delà du seuil que les steelhead peuvent survivre, condamnant définitivement les poissons. C'était la crainte véritable qui planait sur le projet. L'inquiétude n'était pas que les efforts échouent à aider. L'inquiétude était que le projet puisse littéralement cuire les poissons même qu'il était censé sauver. Les données de surveillance publiées en 2017 ont dit le contraire. Les températures maximales quotidiennes estivales dans les zones dotées de barrages de castors ont chuté de 2,5 degrés Celsius, et à l'intérieur des complexes de barrages, les capteurs ont enregistré plus de 8 degrés de variation sur de très courtes distances. Des poches d'eau froide se trouvaient à quelques mètres à peine de mare plus chaude, formant une mosaïque fine de températures à travers laquelle les poissons pouvaient se déplacer à leur guise. Choisir leur confort comme une personne qui passe du soleil à l'ombre. Pour un poisson vivant, juste à la limite de ce qu'il peut endurer, ce n'est pas une chose anodine. C'est la différence entre une rivière qui vous tue par une journée de canicule et une rivière où il vous suffit de nager quelques mètres pour trouver une eau suffisamment fraîche pour survivre. Les castors n'avaient pas seulement abaissé la moyenne. Ils avaient offert aux poissons des options. Alors d'où venait ce froid? Du sous-sol. Et c'est là le passage le plus magnifique de toute cette histoire. Sous chaque cours d'eau à fond de gravier se cache une couche souterraine, où l'eau de la rivière et les eaux souterraines se mélangent et circulent entre les espaces des pierres. Les hydrologues appellent cela la zone hyporéique. Sur le chenal creusé qu'était devenu Bridge Creek, cette couche avait pratiquement cessé de fonctionner, car rien ne forçait l'eau à s'y enfoncer et rien n'était suffisamment lent pour permettre un échange. Les barrages l'avaient remise en marche. Le simple poids de toute l'eau accumulée derrière des centaines de barrages, appuyait vers le bas, poussant l'eau chaude de surface à travers le gravier jusque dans cette couche souterraine. Là, isolée du soleil et enveloppée par la fraîcheur de la terre, l'eau perdait sa chaleur. Puis, des centaines de mètres en aval, elle remontait sous forme de sources froides. La rivière était filtrée par le sol, comme de l'eau circulant dans les serpentins d'un réfrigérateur, et la seule pompe qui l'alimentait était le poids de l'eau retenu par des branchages. Les castors avaient construit, sans le savoir, un gigantesque système de refroidissement souterrain, et c'est précisément cela qui devrait vous arrêter net. Aucun ingénieur n'avait cherché à concevoir ça. Personne n'avait intégré un échangeur thermique dans les plans. L'équipe avait planté quelques pieux dans l'espoir de ralentir le courant. Le refroidissement était un cadeau que personne n'avait réclamé. Un système de régulation climatique complet, né du simple fait de laisser un animal retenir l'eau comme il le fait depuis des millions d'années. Le castor résolvait un problème qu'il ignorait avoir en utilisant une méthode qu'aucun être humain n'avait songé à essayer. Et c'est là, à ce moment précis, que tout cela a cessé d'être ce que c'était au départ, un simple projet de restauration d'habitat. Planter des pieux, aider les castors, observer la réaction des poissons, fonctionnait désormais comme une véritable infrastructure d'adaptation climatique, refroidissant activement la rivière face exactement au type de réchauffement qui ne va faire que s'intensifier dans l'ouest intérieur pendant des décennies. Les barrages ne faisaient pas que créer de l'espace pour la vie. Ils régulaient la température de la rivière elle-même, ce que tout le secteur tentait sans succès d'accomplir avec de l'acier, du béton et des fortunes. Un rongeur de 30 kilos l'avait fait gratuitement, la seule chose que tout le domaine du génie fluvial avait jugé impossible à obtenir d'un barrage, ce qui soulevait une question inquiétante et évidente. Si les barrages ne bloquaient pas le froid, bloquaient-ils les poissons? Les poissons revenaient, car c'était l'autre crainte, et elle est ancienne. Les barrages et les poissons migrateurs ont une longue et douloureuse histoire. Tout le monde sait qu'un obstacle en travers d'une rivière
est généralement une sentence de mort pour les poissons remontant le courant pour frayer. 200 nouveaux barrages auraient dû, selon cette logique, condamner complètement les frayères. L'équipe l'a donc mesuré directement en marquant les géniteurs et en suivant combien parvenaient à passer. Avant l'installation des faux barrages, 92% des géniteurs marqués traversèrent le cours d'eau avec succès. Après la construction de plus de 200 barrages, ce chiffre était juste au-dessus de 93%. Il ne s'est pas effondré, il n'a même pas légèrement baissé, il a très légèrement progressé, et la raison en est la même conception souple que celle du tout premier pieu. Les structures avaient y créé des chenaux latéraux, des déversoirs et de profondes fosses de plongeon au pied de chaque crête. Les poissons adultes utilisaient ces fosses comme stations de repos, reprenant des forces avant de franchir les obstacles ou de se faufiler à travers. Les barrages n'avaient pas dressé un mur en travers du chemin des poissons, ils avaient construit un escalier avec des paliers, et les poissons le gravissaient plus aisément qu'ils n'avaient traversé le chenal aride et hostile une décennie plus tôt. Imaginez ce que représentait vraiment ce chenal pour un poisson en migration, un long toboggan rapide et sans relief, sans endroit pour se reposer ni pour se cacher, rien que du courant incessant sur tout le trajet. Le cours d'eau ainsi aménagé avait découpé ce toboggan en paliers, avec une eau calme pour reprendre son souffle à chaque étape. Le passage s'était amélioré parce que les castors leur avaient offert davantage de route, et non moins. Une fois que ces poissons ont atteint les frayères, ils ont découvert une rivière qui ne ressemblait en rien au fossé stérile d'une dizaine d'années auparavant. Une eau fraîche, des bassins profonds, des abris complexes, des berges lentes, chargées d'insectes et de nourriture, une vraie pouponnière à nouveau. Et ça mérite qu'on s'y attarde, parce que ça explique pourquoi le redressement a été aussi complet. Une truite arc-en-ciel à tête d'acier n'a pas seulement besoin d'eau. Il lui faut une eau froide pour survivre à l'été, une eau lente pour se reposer, une eau rapide pour déclencher la fraie, des graviers propres pour y enfouir ses œufs, et des berges peu profondes, riches en nourriture, où ses jeunes peuvent grandir sans être emportés par le courant. La tranchée à castor ne lui offrait qu'une seule de ces conditions, et mal. Le complexe de barrages de Castor les lui offrait toutes, réunies en quelques mètres seulement, une mosaïque de rapide et de calme, de profond et de peu profond, de chaud et de froid, qu'un jeune poisson pouvait parcourir en nageant d'une longueur de corde en n'importe quelle direction. Les castors n'avaient pas simplement ajouté de l'eau, ils avaient ajouté de la diversité, et la diversité, c'est ce dont la vie se nourrit véritablement. Voici maintenant les chiffres publiés en 2016 après 8 années consécutives de suivi, et ils sont presque difficiles à croire. Par rapport aux tronçons témoins non traités, les sections aménagées par les castors ont montré une augmentation de 52% de la survie des juvéniles, une hausse de 168% de la densité et de l'abondance des poissons, et une progression de 175% de la biomasse totale. Ce dernier chiffre est celui sur lequel il faut vraiment s'arrêter. Une biomasse qui croît encore plus vite que l'abondance signifie que les jeunes poissons n'étaient pas seulement bien plus nombreux. Ils grandissaient plus vite et plus gros, s'engraissant dans l'habitat riche et complexe que les castors avaient façonné autour d'eux. Plus de poissons, des poissons en meilleure santé et des poissons plus grands, tout à la fois. C'était, d'après les données mesurées, la plus grande amélioration documentée de la productivité des truites arc-en-ciel à tête d'acier, menacées jamais enregistrées dans tout le bassin versant du Columbia. Et le bassin du Columbia n'est pas une petite rivière tranquille. C'est l'un des systèmes fluviaux les plus étudiés, les plus disputés et les plus aménagés de la planète, là où des milliards de dollars ont été investis dans des passes à poissons, des écloseries et du béton. La plus grande victoire documentée dans tout ce bassin n'est pas venue de tout cela. Elle est venue de branchage et d'un animal que personne n'a payé. Pas d'écloserie, pas de béton, pas de passe à poissons, juste un animal auquel on a donné une prise de pied, faisant ce qu'il fait depuis 10 millions d'années. Et le coût total de l'opération, c'est là où cette histoire cesse d'être simplement remarquable pour devenir presque déraisonnable. Une rivière reconstruite. Ces 76 premiers barrages d'amorçage sont en train de se décomposer aujourd'hui. C'était prévu dès le départ. Ils n'étaient jamais censés durer. C'était un échafaudage.
et un échafaudage est fait pour être retiré une fois que la construction peut tenir seule. Les castors les ont remplacés des années plus tôt et n'ont cessé de construire depuis. De nouveaux barrages, de nouveaux canaux, de nouvelles zones inondées chaque année, sans qu'un seul dollar supplémentaire de construction ne soit nécessaire. Les structures humaines ont accompli leur unique mission, tenu la ligne pendant une seule saison, puis se sont doucement dissous dans le ruisseau qu'elles avaient contribué à relancer. Il y a quelque chose de presque humble dans tout ça. Les éléments les plus efficaces de ce projet étaient conçus pour disparaître. Le coût total de l'intervention humaine s'est élevé à 374 000 $. Comparez maintenant avec l'alternative. Une restauration classique par génie civil du même tronçon aurait coûté entre 3,5 millions et 34 millions de dollars, et elle aurait commencé à se dégrader dès que la dernière machine aurait quitté les lieux. Prenez le temps de mesurer cet écart. La version la moins chère du remède conventionnel revenait à près de 10 fois le coût de ce qui a réellement été fait. Et la version la plus chère, à près de 100 fois. Et l'option la plus coûteuse vous aurait fourni une structure qui se dégrade. L'option la moins chère a offert un système qui se développe. C'est là la vraie différence. Percer un trou dans un seuil en béton, il reste percé jusqu'à ce qu'une équipe vienne le réparer. Percer un trou dans un complexe de castors, et il le colmate dans la nuit, gratuitement, pendant que vous dormez. Cette méthode s'est depuis répandue à travers l'Ouest américain, au Colorado, en Utah, en Idaho, au Nevada et en Californie, avec des agences fédérales qui accélèrent les permis pour l'étendre à grande échelle. Parce qu'un outil aussi peu coûteux et aussi efficace est presque impossible à contester une fois les données établies. Les équipes partent désormais avec guère plus que des piquets de clôture, des boutures de saule et un marteau hydraulique, construisent leurs structures en quelques jours et confient le reste du projet aux castors déjà présents sur place. C'est une restauration qui s'accomplit d'elle-même, menée par une main-d'œuvre qui ne réclame aucun salaire, n'a besoin d'aucune directive, et se présente au travail chaque jour sans qu'on le lui demande. Et le principe qu'elle a démontré n'est pas compliqué, même s'il a fallu 10 ans de données solides pour le rendre indéniable. Parfois, l'ingénierie la plus puissante n'est pas ce que l'on construit, c'est offrir au bon bâtisseur un point d'appui qui tient une saison de plus. Bridge Creek n'a pas prouvé que les castors sont utiles. Cela, nous le savions depuis des siècles. Ce qu'elle a prouvé est bien plus précis que ça. Un système naturel enfermé dans une spirale destructrice peut en être libéré grâce à une intervention si peu coûteuse et si simple qu'elle ressemble à peine à une construction, à condition que le moteur de l'autre côté du verrou soit vivant et prêt à prendre le relais dès qu'on tourne la clé. Tout le savoir-faire n'était pas dans la construction. Il était dans la capacité à reconnaître ce qui était déjà là, ce qu'il cherchait à faire et ce qui, en tout petit, se mettait en travers de son chemin. L'équipe n'a pas sauvé cette rivière. Elle a levé un seul obstacle et laissé les véritables ingénieurs de la rivière la sauver eux-mêmes. 76 structures, 0 castor introduit, 374 000 $. Et une rivière qui désormais se régule, se répare, se rafraîchit et se reconstruit un peu plus chaque année, sans que personne ne la surveille et sans que personne ne paie. Alors voilà ce que je continue à retourner dans ma tête, et je veux votre réponse dans les commentaires. Si un problème d'une telle ampleur a pu être résolu à si faible coût simplement en cessant de bloquer un animal, combien d'autres systèmes brisés dépensons-nous des millions à combattre de front alors que la solution était là, sous nos yeux depuis le début, à attendre un simple point d'appui? Dites-moi lequel vous vient en tête en premier. Et si ce type d'ingénierie vous attire, ces paysages qui se brisent et ces mécanismes discrets qui les réparent, abonnez-vous. Il y a encore bien d'autres choses à découvrir ici.